Laetitia Bucaille, vous êtes professeure de sociologie politique à l'INALCO, chercheuse au CESMA, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et votre dernier ouvrage est un ouvrage collectif Désir d'Islam aux presses de Sciences Po. Que désigne le mot Hamas? Alors le Hamas, c'est l'acronyme en arabe d'un mouvement qui s'intitule donc le mouvement de la résistance islamique et qui est créé en 1987, fin 1987, au début de la première intifada, et qui est une émanation politique des frères musulmans. Alors, il faut savoir que les frères musulmans ont commencé leur réseau d'activistes dans les territoires palestiniens à la fin des années 1970, financé par l'Arabie saoudite et par le Koweït, et qu'ils misent en fait sur la réislamisation de la société pour, dans un temps assez lointain, être prêt pour reconquérir la Palestine, hein, qui fait le constat de l'échec du nationalisme arabe et qui pense que la relève, c'est celle de l'islam. Alors, les frères musulmans, à la fin des années 70 et dans les années 80, sont un mouvement quiétiste. C'est-à-dire que ils ne prônent pas d'activisme politique ou militaire contre Israël. C'est pour ça d'ailleurs que Israël, dans un premier temps, n'a aucun problème à voir s'étendre ce mouvement qui s'étend surtout dans la bande de Gaza. Mais donc, avec la première intifada, donc la première intifada est déclenchée en décembre 1987. C'est un mouvement donc en provenance des territoires palestiniens, de la Cisjordanie et de Gaza, qui marque l'irruption des jeunes, des classes populaires sur l'espace politique palestinien, qui était là jusque-là dominé par l'OLP et par l'extérieur, à l'extérieur de la Palestine. Là, le Hamas comprend qu'il se passe quelque chose de très important, on ne veut pas rester à l'écart du mouvement, et donc crée il y a des membres des frères musulmans qui créent le Hamas pour participer à l'intifada. Donc ça fait débat à l'intérieur des frères musulmans. Certains restent attachés au quiétisme, mais en tout cas, il y a quand même une majorité qui se dégage, et le lien entre les frères musulmans et le Hamas est assumé en 1988. Il est assumé. Donc il y a une charte qui est Que dit-elle? écrite. La charte de 1988 prône un djihad contre, je cite, l'invasion sioniste. C'est une charte assez obscure, assez bizarrement écrite, qui est nettement antisémite, qui s'inspire notamment des protocoles des sages de Sion, qui parlent de complot international des Juifs, d'ailleurs dont les leaders du Hamas ne vont pas forcément se revendiquer. Ils vont assez rarement mettre cette charte en avant parce elle est problématique à de nombreux égards. Mais donc, en 1988, donc, mouvement politique qui est le Hamas, qui crée aussi un peu plus tard une branche armée, mais qui se veut être en fait le rival de l'OLP et de son mouvement principal, qui est le Fatah. En fait, l'objectif du Hamas, c'est d'être une alternative à l'OLP, de s'imposer sur l'espace politique palestinien. Et il va à la fois coopérer avec l'OLP pendant l'intifada, et en même temps être en position de rivalité. Là où les choses vont considérablement se dégrader, c'est à partir du moment où il y a les accords d'Oslo et la mise en place de l'autonomie palestinienne en 1994, qui commence donc à Gaza et à Jéricho, qui va s'étendre à des villes de Cisjordanie, puisque le Hamas, à partir de ce moment-là, opte pour une violence inédite avec les attentats suicides. Avril 1994, c'est les premiers attentats suicides commis par le Hamas, qui sont présentés comme une riposte
au massacre d'Hébron perpétré par un colon juif israélien dans la mosquée d'Hébron qui tue des fidèles en prière. Et donc, bien entendu, cette série d'attentats suicides qui visent délibérément des civils en Israël va peser considérablement sur le processus de paix. Et donc, le gouvernement israélien va faire pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle neutralise le Hamas. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des rapports qui se tendent considérablement entre le Fatah, l'OLP, l'autorité palestinienne, et le Hamas, dont les chefs se retrouvent être arrêtés par l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, assiste-t-on à une véritable évolution du Hamas par rapport à ce qu'il a été précédemment, Laetitia Bucaille? Alors, il y a eu des étapes importantes, puisqu'en 2017, le Hamas a produit un document de principes généraux qui apparaissait comme une inflexion du mouvement. Alors, le Hamas ne renonçait pas du tout à la violence, puisqu'il affirmait que la résistance armée était un choix stratégique pour combattre Israël. Mais il évoquait la possibilité d'un État dans les frontières de 67, avec Jérusalem comme capitale et avec le retour des réfugiés, en disant que c'était un consensus, que c'était une formule de consensus national et qu'il fallait en tenir compte. Donc on pouvait peut-être miser sur le fait que le Hamas allait vers une forme de modération politique et d'ailleurs, certaines déclarations de ces chefs politiques allaient en ce sens, avec ces chefs politiques qui admettaient qu'Israël était une réalité et qu'il fallait compter avec. Mais alors, est-ce que s'il s'agissait, puisque maintenant on s'interroge évidemment Laetitia Bucaille sur cela, s'agissait-il d'une manœuvre ou bien de divergence dans le mouvement? Évidemment, c'est difficile de le dire parce qu'on ne sait pas exactement quel est le contenu des discussions en interne. Sans doute, comme d'autres mouvements, et le Hamas est clivé entre des partisans d'une solution politique qu'on pourrait qualifier de modérée et d'autres qui sont plus radicaux, qui misent justement sur la lutte armée, sur le terrorisme. Et on peut imaginer qu'il y a des tensions entre ces différentes tendances, des discussions, mais qui n'apparaissent pas forcément au grand jour, puisque le Hamas est un mouvement, c'est discipliné, où on obéit aux chefs et on obéit aux décisions politiques. Mais bon, ce qu'on pourrait dire en tout cas, c'est que plusieurs mouvements, d'autres mouvements de libération nationale ou des mouvements nationalistes en Europe sont tiraillés entre ces différentes tendances. Et alors, est-ce que l'évolution de ces mouvements est en fait un leurre, une illusion? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut attendre d'un mouvement islamiste qu'à un moment donné, finalement, il évolue politiquement et devienne réaliste, pragmatique? Est-ce que c'est une illusion complète? Ou bien est-ce qu'on doit penser que effectivement ces mouvements évoluent en fonction d'opportunités politiques qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas? C'est-à-dire que le Hamas, depuis les accords d'Oslo, essaye de s'imposer sur l'espace politique pour être un interlocuteur, mais qu'il n'est jamais devenu un interlocuteur ni pour les Israéliens, ni pour les Occidentaux, qui exigent avant toute chose que le Hamas rejette la violence, reconnaisse les accords d'Oslo et reconnaisse Israël. Mais évidemment, le Hamas n'a pas intérêt à remplir ces trois conditions sans rien obtenir en échange. Donc, il ne l'a jamais fait. Est-ce que l'inflexion de 2017 était la traduction d'une certaine tendance du Hamas? Est-ce que c'était un leurre pour masquer d'autres évolutions? C'est difficile de le dire aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia Bucaille.